Le 245e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici ça parle vélo, ici ça parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est tout simplement le podcast des passionnés pour les passionnés. On se retrouve pour l'analyse et pour la preview de la 3e étape du Tour des UAE qui a lieu ce mercredi 19 février 2025. Et pour l'analyse de cette 3e étape du Tour des UAE qui va amener les coureurs dans l'ascension du Djebel Jaïs, le plus passionné des passionnés, Monsieur Thibaut, alias Latib. En forme, mon Thibaut? Très en forme et très content de te retrouver après un chrono sur lequel je n'ai pas fait de preview avec toi, mais une très belle victoire de Jonathan Milan. Ouais, très belle victoire là. J'avais baissé un petit peu. Ne vous inquiétez pas, touchez pas à vos smartphones. C'est moi qui avais un tout petit peu baissé le micro de Thibaut, mais je l'ai remonté. Ouais, exactement, Thibaut. Alors moi, je voulais qu'on vienne rapidement avant l'analyse de cette 3e étape du Tour des UAE. On avait fait un très bel épisode avec François qui avait été trader chez 2 gros sites de paris sportifs en France. D'ailleurs, il y avait pas mal de questions encore à lui poser. Je pense qu'on refera encore un épisode avec François. Je le rappelle, c'est le 3e épisode le plus écouté de toute l'histoire du Coup Tordu. Moi, je trouve, et toi aussi, t'as signalé des trucs. Alors toi, t'as trouvé un truc un petit peu bizarre, un piège tendu par un book, le book Patrick Bruel, et donc vous tous à l'écoute du Coup Tordu, ceux qui parient, méfiez-vous parce qu'ils aiment bien placer quelques saucisses. Aujourd'hui sur le chrono, mais on l'a tous vu et on l'a tous critiqué. On attend désespérément les top 10 parce qu'on sait que il y avait des opportunités à aller saisir du fait de cette météo où le vent forcissait, et à partir de 14 heures à peu près, forcissait, ça ne se dit pas. Je suis en train de refaire ma phrase dans la tête. Ouais. Le vent allait forcir, et à partir de 14... Le Coup Tordu, Thibaut, c'est un peu comme Joule. Ouais, lui, mais une faute de français, c'est la fatigue de la... Ouais, c'est la fatigue de la journée. Non, mais t'inquiète, Thibaut, Joule, on se lève pour être au travail à 6h, on termine, il est 19h45. Eh oui. Bon, mais non, mais il fait 18 albums tous les 3 jours, on peut faire 18 podcasts tous les 3 jours. On en est capable. Oui. On en est capable. Bref. Revenons-en au fait. Vers 14h, on savait que c'était à peu près mort et que c'est pour ça que les leaders avaient choisi de partir dans les premiers. Et pour le coup, il y avait potentiellement des opportunités à les saisir sur certains top 10. Et on attend, ça ne s'ouvre jamais. Et bien nous en a fait, puisqu'on a attendu, mais les bookmakers qui étaient encore ouverts en live ont eu cette magnifique idée d'ouvrir les top 10 à la fin du chrono quand il ne restait plus que 4 favoris. Ouais. Autant te dire que le top 10 de Jonathan Milan à 2, c'était quoi? Le top 10 de Keplinger à 4, avec un vent qui était de 6 km/h supérieur de face pour ces derniers partants. Le top 10 était un piège à con. Alors moi j'ai localisé un autre piège à con. Est-ce que pour toi, et tu m'en as souvent parlé en message privé, c'est-à-dire que sur la plupart des bookmakers aujourd'hui on voit la répartition des mises sur les coureurs. Est-ce que d'après toi, on a vu que ça a poussé énormément sur Tadej Pogačar avant le chrono. Est-ce que, alors on sait que souvent il y a des gens, quand on connaît pas trop un sport, on va aller miser sur un nom qu'on connaît. Donc voilà, le footix traditionnel qui se balade sur les bookmakers, et voilà, Pogačar, cote à 5,50, il y a 80% des mecs qui bettent dessus. Vas-y, je vais mettre 5 balles ou 10 balles, cote à 5, elle est belle. Moi, je me demande si je me demande s'il raconte pas tout simplement de la merde, et il cherche pas aussi. Moi, j'en tire absolument pas compte de ça, mais s'il manipule pas aussi un petit peu les gens en envoyant, on va dire, des fausses statistiques. Des fausses, non, parce que ça doit être contrôlé quand même. Mais le fait est qu'ils ont un intérêt à les afficher, parce que le parieur lambda qui ne s'y connaît pas, il voit 80% de mise sur telle issue, il va y aller, peu importe le sport. Pas que sur le cyclisme, mais sur le cyclisme, ça va d'autant plus le rassurer que quand tu connais très peu de noms, tu connais celui de Tadej Pogačar, triple vainqueur du Tour de France. C'est comme les mecs qui actuellement sur certaines étapes de montagne vont aller te parier des vainqueurs de sprint parce qu'ils l'ont vu gagner plusieurs étapes.
c'est comme des mecs qui vont te parier Chris Froome depuis 2 ans, parce que Chris Froome a gagné 4 Tours de France. Alors, j'ai oublié de signaler la présence de quelqu'un dans le podcast. On n'est pas 2 pour l'animer ce coup tordu. Nous sommes 3. C'est Archie qui est derrière. Non, c'est Juggy qui veut retourner dehors, aller chercher son pote Archie. D'accord, ok, bon bah on va peut-être finir le podcast à 4 alors. Et oui, donc voilà, donc méfiez-vous de ces stats-là, parce que moi j'ai trouvé, enfin oui, je sais pas, j'en sais rien en fait. Toi, ça te surprend qu'il y ait autant de gens qui aient voulu appuyer comme ça sur Pogačar, aussi bien sur la première et sur la deuxième étape? Après, c'est pas, je crois pas que ce soit en termes de gens, c'est plutôt en termes de répartition de mise. Donc en gros, il suffit que t'aies des mecs qui mettent des sacoches sur Tadej Pogačar et ça augmente assez vite, tu vois. Ouais, mais c'est vrai qu'après... Et le truc, c'est que t'as pas envie d'aller sur ta ligne à 1,44, c'est ça, 46. Donc les gens vont sur les autres cotes, et la cote qui les intéressait le plus, c'était celle de Pogačar. C'est vrai. Bon, parfait Thibaut, on va attaquer avec la preview de cette troisième étape. T'en avais un petit peu parlé, pas dans le dernier podcast, alors on revient sur le bet d'hier. Bon, Jevine, le top 3, ça s'est pas joué à grand chose. Voilà, c'est le jeu, hein, ça arrive. Et donc Thibaut, t'en avais déjà parlé. Alors je sais pas pourquoi, moi j'avais l'impression que cette année ils avaient tourné le Jebel Alfet et le Jebel Jais, mais absolument pas. On est dans l'ordre habituel. C'est un copain un auditeur du podcast sur YouTube, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens. Vous n'êtes pas très très nombreux encore à nous écouter sur YouTube, mais ceux qui sont là, ils sont actifs et ils aiment bien. Donc le coup tordu, YouTube, Deezer, Spotify, on est présent un petit peu partout. Et donc Thibaut, je t'écoute pour le parcours. C'est du traditionnel pour cette troisième étape de l'UAE Tour. Ouais, c'est ça, une montée sèche qui risque d'être menée tambour battant par le collectif Emirati avant la mine de Tadej Pogačar, qui sera inéluctable. Une question quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de plats avant d'arriver sur cette montée sèche du Jebel Jais. On l'a déjà vu sur le Tour des UAE. Je sais plus si c'était sur le Jebel Jais l'année dernière ou sur le Jebel Alfet, des coups de bordure en amont de l'ascension. Je crois qu'on est sur du vent de dos demain. Est-ce que ça te semble envisageable? On est sur du vent de côté entre la remontée vers la montée finale, mais il y a une portion où de 29,5 km entre le kilomètre 68,7 et le kilomètre quand il restera 80,2 km, donc à 80 km de l'arrivée, ça se finira, et là c'est une pure zone à bordure. Ça va être totalement éparpillé, puisque c'est exposé au vent. C'est un vent qui sera de 3/4 d'eau et de 22 km/h. Donc si quelqu'un veut tenter le coup, va falloir s'accrocher, parce que à un moment donné ça risque de péter, parce que ça va durer 30 bornes. Et est-ce que du côté des UAE, on a justement, sachant que le Jebel Jais, c'est long, mais c'est pas très très dur. Bon, alors après, il n'y a pas de doute sur on va dire, la Pogačar peut la gagner de différentes manières. Mais est-ce que tout simplement, à la fois pour le spectacle et aussi un petit peu pour épurer et épuiser les adversaires, est-ce qu'on n'a pas du côté des UAE, si on se sent bien, est-ce qu'on n'a pas aussi un petit intérêt à foutre le bordel? Oui, et c'est ce que disait les Néerlandais. Son équipe a tendance à mettre l'équipe de Tadej Pogačar un gros rythme. Lui, ça le fait marrer. Les autres sont en train de clairement tirer la langue. Et puis au bout d'un moment, il y a l'ascension finale, gros rythme encore, et l'attaque de Tadej Pogačar. Et c'est pas interdit que on puisse du côté de l'équipe Emirati mettre un gros rythme pour déjà instaurer un peu de fatigue avant cette longue ascension finale où le tempo sera mené tambour battant. Mais au-delà de l'équipe de Tadej Pogačar, peut-être que d'autres équipes seront intéressées pour essayer de tenter. Après, va savoir s'il y aura une réussite, mais dans ce genre de coin, honnêtement, un vent à 19 km/h, ça peut suffire pour que ça pète. Donc, moi, je m'attends à des tentatives de bordure, mais pas forcément de la part des Emirati. Après, il suffit qu'il y ait un mec qui potentiellement peut jouer le top 5 au classement général.
Il suffit qu'un gars comme ça soit un petit peu mal placé, les autres vont rouler. Si la Movistar, c'est 3 mecs devant, ils vont rouler. Si du côté des Bora, on est placé et qu'il y a un mec dangereux derrière, on va rouler. Donc forcément, tout le monde va trouver un intérêt dans l'histoire. On va commencer à penser podium, point UCI. Il va y avoir des courses dans la course. Ouais, et puis on a des équipes qui sont un peu expertes dans ça. Maintenant, les Lidl Trek, ça pourrait les intéresser de mettre un peu sur orbite un Giulio Ciccone, les Ineos, Joshua Tarling sur ce type de montée, techniquement, suivant le rythme des Emirati, ça peut résister, ça peut quand même essayer de garder une belle place au général. Et puis t'en as d'autres qui peuvent être intéressés pour essayer un peu de foutre le bazar et qui sont experts en la matière. Les Red Bull Bora Hausgreux, les Soudal Quick-Step. Non, t'as pas mal d'équipes qui peuvent avoir un intérêt à tenter le coup. On a déjà vu Pipo Ganna faire un bon résultat d'ailleurs sur cette ascension, il me semble. Il me semble qu'il avait claqué un top 10. Ouais, donc en soi, Joshua Tarling, qui réussissent à s'accrocher et à se retrouver, on va dire, dans un groupe pas loin de la gagne à l'arrivée, c'est pas non plus un truc qui est totalement délirant. On est vraiment typiquement sur une ascension pour rouleur, grimpeur, mais un bon rouleur en pleine forme peut se retrouver pas très très loin des leaders. Thibaut, je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques. On joue en management de bankroll, bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, je sais qu'au moment où j'enregistre le podcast, j'ai déjà placé mon bet pour cette 3e étape. Le temps que je monte le podcast, le temps que je sorte le podcast, la cote que je vais vous donner maintenant dans le podcast et que je donnerai demain matin sur les réseaux sociaux, notamment sur X, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près avant le coup d'envoi de la course, ne sera pas celle que je vous donne. Maintenant, je pourrais vous la montrer sur les réseaux, j'ai absolument rien à cacher. Thibaut, j'ai envie de dire, là, on a du Tadej Pogačar, là, je l'ai encore vu à 1,48. Est-ce que c'est value ? Et moi, je m'attendais à ce que Tadej Pogačar soit à 1,12. Pareil. Par les books. Et même le 1,12, je pense que c'est value. Alors, je vais en parler de ces petites cotes parce que j'ai eu, il y a Benoît Tréanton, acheté son livre qui est sorti il y a quelques années mais qui est encore très très bon, Parier gagnant, et écoutez son émission Vaincre la chance, son livre et son podcast avec Pierre-Yves qui s'appelle Parier gagnant. Donc Benoît a écouté notre preview du Tour des UAE et justement il a justement une petite méthode pour jouer ces toutes petites cotes. Je vais vous en parler, vous allez voir, c'est pas con du tout. Mais ouais, moi aussi je m'attendais à avoir Tadej Pogačar à 1,10. Alors Thibaut, pourquoi une cote si haute pour Tadej Pogačar ? Est-ce que c'est son premier sprint qui, on le dit, n'a absolument rien à voir avec l'étape de ce mercredi, qui met un petit peu la tête, le doute dans la tête des boucs avec Lennart Van Delvet et Finn Fischer-Black, qui finalement ont terminé devant lui. Mais bon, je pense que Poggi a clairement déclenché son sprint un petit peu trop tôt. Donc en se disant que si ça joue groupé, Fischer-Black ou Van Delvet, après tout, ils ont aussi un très très bon sprint. Ou voilà, je sais pas, est-ce qu'on estime que son chrono, sa 3e place au chrono, battu par Bissegger, c'est une déception? Pour moi, ça n'en est pas une, il est à sa place, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment très très... Et sur le Boukref, attention, sur le Boukref, la cote était sortie à 1,61. Pour moi, est totalement hallucinant. Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant, d'autant plus qu'il y a une théorie qui est sortie et que j'aime particulièrement. C'est que Tadej Pogačar a fait exprès de lancer loin pour nous enfumer, parce qu'il avait littéralement en fait aucun intérêt à gagner. Regarde, les leaders, ils ont tous choisi de partir en premier sur le chrono. S'il avait gagné, il serait parti à la place de Jonathan Milan. Est-ce qu'il aurait fait un aussi bon chrono? Non. Donc il avait aucun intérêt à gagner la première étape. Ouais, non mais je pense que cette théorie tient totalement la route. Alors pour les petits combinés, pour les petits recombinés, et alors, je sais pas si on va le faire sur cette étape-là parce que la cote de Poggi est quand même excellente et très très bonne à prendre. Maintenant, pour ces toutes petites cotes, il y a un truc et qu'on va faire dans le cours de la saison, parce qu'il y a des moments où Tadej Pogačar va se retrouver coté à 1,10, 1,15, 1,20. On va jouer sur le recombiné Tadej Pogačar. Donc c'est-à-dire que je vous donne un exemple. Sur le Tour des UAE,
sur sa cote au classement général. Alors du coup c'est complètement con parce que demain c'est une étape décisive, le mec qui va être gagnant en haut du Jebel Jaïs va très probablement remporter le Tour des UAE, enfin en tout cas il aura de grandes chances, et on nous met Pogacar en PLT à 1,10 et on nous le met demain sur l'ascension à 1,48. Enfin c'est pas cohérent, c'est pas cohérent du tout. À la rigueur ça aurait peut-être été un plus l'inverse. On peut avoir plus d'impondérables sur les étapes à venir. Mais je m'explique sur ces recombinés. Donc quand Poggi va être archi favori, je vous donne un exemple. Par exemple, on va prendre une cote à 1,15, on va jouer Poggi à 0,5 de bankroll. Donc on va gagner donc s'il est admettons il est à 1,20, on met à 0,5 de bankroll, on va faire plus 10. Donc on va se retrouver avec un gain brut à 0,6 de bankroll. Ces 0,6 de bankroll, on va les rejouer sur Poggi quelques jours, quelques semaines après, ou sur une cote ou un truc où on est sûr à 99% qu'il va gagner. Donc on le remonte et on le fait 2 ou 3 fois, on le fait pas 50 fois bien évidemment parce qu'il y a bien un jour où il va se planter la gueule bien évidemment. Mais voilà, donc on joue comme ça un Poggi en le recombinant sur lui-même, et on peut réussir à monter comme ça une petite cote de 1,35, 1,40, 1,45 et avoir un truc un petit peu correct. À chaque fois, bien évidemment, qu'on pense que Tadej Pogacar a 99% de chances de remporter la course. C'est surtout que là, par exemple, si tu prends la cote actuelle du Boukref à 1,44, imagine qu'un autre jour, tu le retrouves à 1,44, ce qui sur une étape où ce serait encore une fois techniquement aberrant, tu te retrouves du coup avec une cote à 2,07 déjà de base. Ouais, voilà. En 2 paris. Donc imaginez-vous, voilà, vous auriez fait ça déjà l'année dernière. Je l'avais dit en fin de saison dernière, un mec qui avait. En fait, tu te fais une micro montante sur Pogacar. Mais complètement. Alors après, faut pas non plus le faire ad vitam aeternam. Voilà, c'est les gros. Oui, c'est pour ça que tu dis. C'est pour ça que je te dis micro. Voilà. Tu te contentes de 2-3 fois quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Totalement. Comme sur un combiné, voilà, un combiné, faut jamais dépasser 2, allez 3 maximum sur des cotes où on se retrouve assez sûr. Mais ouais, ça peut s'appeler la montante Poggi, mais l'année dernière, voilà, je pense qu'un mec qui parie, l'année dernière, s'il avait joué, il n'aurait pas joué beaucoup dans l'année, mais s'il avait joué uniquement et seulement sur Pogacar, chaque fois qu'il a dit qu'il avait un objectif, qui visait une course, qui visait une étape, alors tu joues 15 fois dans l'année, hein, tu vois, mais tu joues uniquement là-dessus, tu sors un ROI de 200%. T'éclates vraiment le score. Tu réduis considérablement tes bêtes, mais je pense que Tadej Pogacar... Il y a un mec qui avait sorti un tableau, faudrait que je te le retrouve sur Twitter, de parier sur le favori de chaque course. Le bilan que ça donnait depuis 3 ans et le bilan de Tadej Pogacar déjà depuis 3 ans t'es plus que bénéfique, mais l'année dernière c'était stratosphérique. Ouais, donc après, pas toujours le favori qui gagne, mais enfin voilà, Tadej Pogacar c'est quand même près, il y a que l'impondérable quasiment qui en mix fixe, hein. Ouais, oui, ça me surprend pas. Thibaut, donc voilà, Tadej Pogacar. Donc moi je le dis, hein, victoire de Poggi, 1% de bankroll. Voilà, cote à je l'ai eu à 1,48,7. Voilà, quasiment 1,49. 1% de bankroll sur voilà. Je sors un petit peu de mes standards habituels. Voilà, sachant que voilà, on a déjà croqué depuis le début de l'année. Alors évidemment, si ça passe pas, je vais me retrouver en déficit, mais pas un gros déficit. Sur le bilan de l'année. Il faudra le rattraper un petit peu, mais ça sera pas non plus un trou abyssal, très très loin de là. Donc voilà, donc 1% de BK pour la victoire de Tadej Pogacar. Thibaut, est-ce que tu vois des coups, des top 3, des heads up, des choses qui te plaisent? En top 3, faut réfléchir parce qu'en fait, faut réfléchir à s'il y aura des bordures. En fait, faut réfléchir à des mecs qui peuvent se faire à éliminer, qui peuvent se faire piéger par évidemment un coup de bordure, des mecs qui peuvent se faire éliminer sous un gros tempo Emeriti, une attaque, et après qu'est-ce qui se passe derrière? Et est-ce que on tente de jouer le coup? Est-ce que c'est extra explosif, donc ça va vraiment être les meilleurs qui se disputent, ou est-ce que parmi ces meilleurs en fait on laisse filer Tadej Pogacar, on sait que la victoire elle est vaine, et on se dispute un peu plus entre nous, et du coup on se neutralise peut-être un peu plus.
Faut réfléchir à ce type de scénario. Donc présentement, j'ai envie de te dire, à la sortie du boulot et tout, j'y ai pas forcément réfléchi. En regardant honnêtement le vent dans cette montée finale, j'ai envie de te dire, quand je vois que Tadej Pogačar va se manger un vent de dos, allez, dans les 5 derniers kilomètres avant de le ramasser un peu plus de face dans le kilomètre et demi final, je pense que la marque des 5 kilomètres de l'arrivée, c'est mine de Tadej Pogačar, terminé, bonsoir, on le revoit plus. Et puis là, faut se décider sur le scénario avec les autres leaders. Ah oui. Oui, moi, après, je vais pas le prendre, hein, mais après, c'est assez bien coté, voilà, je veux dire, on a Van Helvet en 2, Finn Fisher-Black en 3, alors attention, parce que Finn Fisher-Black, je pense que sur la prochaine montée, là, j'ai l'impression que les books le prennent un peu pour un grimpeur. Finn Fisher-Black, c'est un puncher, hein, c'est un profil, c'est typé Julien Alaphilippe, donc je pense que sur le... alors, c'est une ascension qui est assez roulante où les punchers peuvent réussir à tenir. Par contre, je pense que sur le Jebel Afet, Finn Fisher-Black va prendre une tôle. Enfin, va prendre une tôle, je pense qu'il sera pas top 10. Mais là, oui, dans des mecs qui ont une bonne pointe de vitesse en petit groupe, Van Helvet, je vous le dis, hein, Enzo voit Ciccone podium, Finn Fisher-Black, Oscar Onley, Bilbao. Alors voilà, l'erreur, c'est Vine. Pourquoi tu avais besoin de le préciser ? De quoi ? Je pense que les auditeurs assidus savent très bien que Enzo va prendre podium. Oui, évidemment. C'est l'eau ça mouille, le feu ça brûle, oui, Enzo prend Ciccone. Ouais, voilà. Je reconnais. Mais ouais, après, c'est assez cohérent. Les cotations sont extrêmement cohérentes. Je vois pas peut-être aller, même les match-up sont vraiment bien équilibrés. Je vois pas. Alors il y a Paul Sexas contre Langelotti qui s'est inversé sur le bookref quand c'est sorti. Sexas était outsider et Langelotti était favori et ça s'est inversé. Sexas est devenu favori à 1,72 et le bon ça paraît plus logique quand même. Ouais, à 2, mais quand je prends les match-up, pour moi cette étape-là, c'est voilà, hein, c'est une praline sur la victoire de Pogačar et on encaisse tout simplement. Bah oui, c'est ça en fait. C'est soit en fait tu cherches le bet séduisant avec une cote alléchante, avec toujours cette incertitude et cet impondérable au bout, ou tu te diriges vers certes une cote qui n'est pas ragoûtante, qui représente 71% de chance de gagner, théorie, hein, c'est la cote, hein. Alors que théoriquement, on va pas se mentir, demain on donne combien de chances à Tadej Pogačar? Beaucoup plus que 71%. Ouais. Oui, beaucoup plus que 71%. Ouais, donc t'as le choix entre tenter des coups qui sont incertains ou parier une certitude qui est quasi absolue. Donc voilà. C'est con, hein, parce que on parle quand même de cyclisme avec un sport à plusieurs entrées, et là on est en train de te dire que le sport a ses certitudes et que l'histoire est écrite d'avance. Mais moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Je vois que c'est il y a des débats autour de ça. Où est-ce que j'ai entendu un débat là-dessus, je crois que c'était dans Bistro Vélo. Il me semble, je sais plus qui posait la question à qui, qu'il était déçu de finalement que l'incertitude du sport soit un petit peu non, c'était dans Grand Plateau, c'était dans le dernier Grand Plateau, je crois. J'avais commencé à l'écouter, puis après je trouvais un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, j'ai arrêté, mais ouais, moi je sais pas, le mec oui, on aime bien l'incertitude du sport, le suspense. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème à. En plus, tu vois, je rejoins. Ouais, non, c'était dans Bistro Vélo et c'était Philippe Gilbert. Je rejoins plutôt Philippe Gilbert. Froome était beaucoup plus chiant que Pogačar. Froome, tu sais, la Sky, c'était le rouleau compresseur, c'était toujours le même truc. Bon, au moins Pogačar, on a un mec qui est souriant, qui est sympa avec les gens, qui fait le show, qui fait le con. Donc c'est un showman, donc il aime son métier, il aime ça. Donc
voilà, le vélo a besoin un sport a besoin de grandes stars. Il évolue parce qu'il y a des stars. Pogacar en est une. Donc pour moi, voilà, même si on va dire l'incertitude du sport n'est plus là, moi je trouve que Poggi c'est un mec qui fait du bien au cyclisme. Je t'ai perdu, Thibaut. Mon silence sera d'or. Non, je suis pas sûr que ça fasse autant de bien au cyclisme. Un mec qui surdomine comme ça, qui écrase, ça son lot de. Je parle du grand public. Façon, dans tous les cas, j'ai jamais aimé les coureurs hégémoniques, donc bon. Les gamins. Oui, les gamins, ils sont fascinés, forcément. Tu prends le Tour de France, ils cherchent qui, les mômes? Ils veulent voir qui? Voilà. Et quand t'es petit, t'as besoin d'avoir des idoles. Ça qui te fait rêver, en fait. Et il y a voilà. Et je suis pas sûr que Chris Froome, il avait beaucoup d'enfants qui étaient fans de lui, quoi. Je suis pas persuadé. Donc, ouais, moi, maintenant, ça serait bien que Vingegaard, effectivement, vienne un peu le chatouiller et qu'on ait un peu de suspense sur le prochain Tour de France, parce que c'est surtout là que ça va se jouer. Et bah parfait, Thibaut. Je crois qu'on n'a pas grand chose à dire de plus sur cette 3e étape. Non, faut réfléchir aux éventuels podiums, mais là, honnêtement. Moi, je pense que sur la dernière étape, sur l'incertitude. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire sur le Jebel Al Feth. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est moins tactique, c'est plus au watt, c'est plus bourrin. C'est une montée qui est plus courte, plus sèche, qui est très différente et qui demande des qualités un petit peu différentes de ce qu'on va avoir ce mercredi. Et je pense que sur la dernière étape, il y aura vraiment beaucoup plus de choses à faire au niveau des match-ups et au niveau des top 3. Oui, je suis d'accord. Parfait, Thibaut. Et ben merci beaucoup pour ce coup tordu. T'as des petites analyses. Hein. Les copains de Vélo Futé qui ont interviewé Alejandro Valverde. Là, c'était leur rêve. Hein. Voilà, donc gros big up à Titouan, à toute la team. C'est surtout que c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Ouais, non mais ouais. Faut replacer le bonhomme. Déjà il n'y a pas beaucoup d'interviews de lui et dans un média français encore moins. Hein, depuis en fait son contrôle positif, les médias français lui ont beaucoup tapé dessus. Il était un peu récalcitrant à accorder des interviews, donc c'est assez exceptionnel. Mais moi, je pense que c'est bien, c'est ça qui est bien pour Vélo Futé, et je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux là-dessus. Ça veut dire en fait que certains coureurs, et je pense que Vauclair avait parlé d'eux, Bardet avait parlé d'eux, je pense qu'en fait ils ne les perçoivent pas comme un média en fait. Comme un média, je parle média cyclisme évidemment, mais pas les médias de manière générale. Tu vois ce terme un peu péjoratif, les médias. Tu vois, mais ça c'est en fait t'as gagné en fait. C'est génial, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il a compris ce que tu fais, qu'il te différencie toi de tu vois, du mass média avec des actionnaires, avec tu vois, on réfléchit buzz, on réfléchit rentabilité, machin. C'est-à-dire que le mec, tu vois, sait que tu fais ça parce que t'es passionné. Et ça pour moi, tu vois, quand un mec, tu vois, Valverde, on peut, tu vois, aimer, ne pas aimer le personnage. Moi, je suis pas un immense fan de Ballard, mais tu vois, c'est quand même un mec qui a marqué le vélo. Donc, tu vois, que lui ait cette perception-là, voilà, moi j'applaudis l'équipe de Vélo Futé. Eh ben, on en est quand même très content. Même si, bon, c'est un peu le travail de Titouan et de Romain. Ouais, non mais bravo à eux. Et bah Thibaut, merci beaucoup. Je sais pas si on fera un podcast pour la 4e étape, peut-être, je sais pas, on vous tiendra au courant. Et puis on retrouve également l'analyse d'Enzo sur son site The Big Gear. Allez, ciao, bonne soirée et surtout très belle victoire de Tadej Pogacar. On espérera que Paul Sexas nous fasse de grandes choses demain. Allez, bon Poggi à tous et bon Paul Sexas. Ciao les amis.